Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée aux deux premiers épisodes de la série Star Wars The Bad Batch. Ce sera d'abord sans spoiler pour vous présenter un peu cette série d'animation et puis je vous préviendrai quand les spoilers arriveront. Le premier épisode est sorti le 4 mai, le deuxième le vendredi 7 mai, sachant que la suite arrivera au rythme d'un épisode par semaine et c'est bien sûr sur Disney+. Si vous souhaitez vous abonner à la plateforme et soutenir la chaîne au passage, vous trouverez un lien en description de la vidéo. Comme l'animation de titre l'indique, on ne peut plus clairement, The Bad Batch s'inscrit dans la directe continuité de l'excellente série The Clone Wars, dont le titre se teintait de rouge lorsque les Sith s'invitaient à la fête. Alors je vous rassure, il est tout à fait possible de suivre The Bad Batch sans avoir rien vu de la série d'animation The Clone Wars, mais si on veut un peu plus profiter encore des petites références qu'on trouvera dans The Bad Batch, eh bien je vous mettrai en description de la vidéo une série d'épisodes de The Clone Wars à voir, et notamment la toute première introduction des principaux héros de The Bad Batch, c'était au début de la 7e saison et dernière de The Clone Wars. Certains fans adorent la prélogie Star Wars, d'autres un peu moins, mais ce n'est pas pour rien si un bon nombre a été réconcilié avec cette période grâce au sens du détail et du développement des personnages apportés par The Clone Wars. Dans la continuité, The Bad Batch s'inscrit dans un niveau d'animation visuellement incroyable. Le seul point qui pourrait être plus subjectif réside sans doute dans les visages. Personnellement, ils me conviennent plutôt bien, mais d'autres pourraient éventuellement être initialement rebutés par le style. Pour ce qui relève de la narration, c'est du solide, on est dans le classique pour ce qui est des motifs de fond, mais c'est aussi très fouillé dans les détails et on a un véritable respect de la continuité instaurée par les films, les séries. Pour ce qui est des bandes dessinées, on y reviendra dans la partie spoiler. Pour se replacer dans la grande histoire de Star Wars, l'événement fondateur qui va marquer le passage de The Clone Wars à The Bad Batch, c'est le fameux Ordre 66. Eh oui, The Bad Batch pourrait presque avoir comme sous-titre Empire année 0, puisqu'on se situe alors 19 ans avant l'épisode 4, Un nouvel espoir, et donc la bataille de Yavin. Cette transition de l'armée des clones passant du service de la République à celui de l'Empire est particulièrement tragique, et on aura l'occasion d'en explorer les multiples implications aux côtés de la fameuse Bad Batch, qu'on pourrait traduire par le mauvais lot, la fournée ratée ou encore le groupe chelou. En effet, ce groupe se compose de 4 clones qui ont été façonnés pour être déjà de base hors norme et d'un 5e régulier de base, mais qui s'est trouvé transformé par des expériences exceptionnelles et assez terribles. Dans le groupe, on trouve Hunter, le chef au sens surdéveloppé, Crosshair, un tireur d'élite à la précision surhumaine, Tech, le spécialiste de la technologie aux capacités intellectuelles hors normes, Wrecker, le gros dur ultra fort qui aime faire exploser des trucs, et enfin Echo, le clone devenu aussi machine qu'humain suite à son passage entre les mains du techno-syndicat. Ensemble, ils forment une unité d'élite incroyablement efficace, et ne me demandez pas pourquoi les Kaminoans n'en ont pas fabriqué d'autres comme eux, peut-être du fait d'une forte propension à l'originalité voire à l'indiscipline, ce qui n'est pas idéal pour une armée produite en masse. Et si on les appelle aussi parfois Batch 99, c'est en hommage à un clone défectueux qui s'occupe de l'entretien sur Kamino et dont vous découvrirez le destin dans la saison 3 de The Clone Wars. Maintenant que j'ai posé le décor, venons-en au premier épisode qui fait 70 minutes sans les crédits. Eh ouais, carrément 70 minutes. Et il faut bien avouer que ce premier épisode a une lourde tâche, à savoir ne pas perdre les premiers arrivants, présenter le groupe, contenter aussi les habitués et aussi poser les quelques perspectives qui vont nous permettre de comprendre les enjeux qui seront ceux de cette saison. Et dans l'ensemble, je dois dire que j'ai passé un très agréable moment. Mes seules réserves portent sur un côté un peu trop verbeux sans doute de l'épisode, avec beaucoup de dialogue, pas mal d'expositions et un déroulement d'ensemble un peu trop prévisible. Et si ce n'était pas déjà suffisamment clair visuellement, c'est une véritable réussite. On est immédiatement remis dans l'ambiance de cet univers mythique. Les armures, les véhicules, les textures, les mouvements, tous ces éléments sont bluffants. On a de très nombreuses références à de précédents volets Star Wars, et si on peut éventuellement appeler ça du fanservice,
alors c'est ce qu'il y a de meilleur dans le genre puisqu'on nous offre une nouvelle perspective sur des événements essentiels, notamment de la revanche des Sith. Ordre 66, prémisse de la rébellion, interrogation sur la notion d'obéissance, sur le contrôle des foules et la responsabilité individuelle dans les grands événements de l'histoire, on peut y trouver de multiples thématiques. Alors oui, c'est vrai, certains personnages sont des stéréotypes ambulants, notamment Wrecker qui sert souvent de ressort comique. La série tire parfois un peu trop sur cette corde, mais à mes yeux, ce type de choix passe mieux dans une série animée que dans une version live. Et au passage, on peut souligner que toutes les voix des clones, et notamment celles des clones qui composent The Bad Batch, sont assurées par le même acteur vocal, dit Bradley Baker. Pour ce qui est de l'action, il faut bien avouer qu'en dehors des meilleurs Jedi, on a rarement vu aussi efficace dans Star Wars. Imaginez un peu une équipe de gars tous du niveau de Din Djarin, le Mandalorien, voire meilleurs dans leurs spécialités respectives, et vous aurez une idée de la puissance de The Bad Batch. Leurs prouesses sont bien rendues visuellement et ils sont confrontés à quelques situations délicates sur ces 2 premiers épisodes, mais j'attends impatiemment un véritable test susceptible de les pousser dans leur retranchement. Le 2e épisode, quant à lui, retrouve une durée plus classique pour les habitués de The Clone Wars avec 26 minutes, et il propose une étape intermédiaire logique pour cette équipe en quête d'une nouvelle vie. Cet épisode 2 est moins chargé du point de vue de l'histoire de Star Wars avec un grand H, mais il n'en aborde pas moins des sujets essentiels sur un quotidien qui témoigne déjà du basculement dans la dictature. Vous l'aurez compris, je vous recommande The Bad Batch, sachant qu'une immense majorité des fans de Star Wars passeront un bon moment, et sachant également qu'on peut avoir confiance, je crois, dans les enjeux qui se dessinent pour cette saison qui comptera 16 épisodes au total. Difficile d'en dire plus sans passer aux spoilers, c'est donc ce que je vais faire, mais hop, avant de partir, je vous invite à laisser un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, et si vous ne le faites pas, eh bien je serai obligé de vous sangler et de vous utiliser pour des curl biceps, un peu en mode breaker. Vous verrez ce dont je parle quand vous verrez la série. Dans ces 2 premiers épisodes, les références se multiplient et l'idée n'est pas ici de toutes les cataloguer, mais de relever les plus marquantes, en tout cas à mes yeux. L'introduction du premier épisode est marquée par la fameuse voix off qui récapitulait les événements dans chaque épisode de The Clone Wars. Elle disparaît toutefois dès l'épisode 2, comme pour souligner l'irruption de l'Empire, la bête immonde qui ne saurait même tolérer une voix objective relatant les événements. On peut remarquer que le premier épisode a pour titre Aftermath, qui est celui du roman de Chuck Wendig qui se situe entre les épisodes 6 et 7. L'introduction recrée des scènes de la revanche des Sith avec notamment la fuite du général Grievous. Les héros sont introduits au cours de la bataille dirigée par la Jedi Depa Billaba et c'est même son padawan Caleb Dume qui les amène comme renfort. Caleb Dume, c'est bien sûr le véritable nom de Kanan Jarrus, personnage emblématique de Rebels et de The Clone Wars. Certains pourront sans doute regretter que les événements ne se déroulent pas exactement de la même façon que dans la bande dessinée Kanan, le dernier padawan, mais il faut bien reconnaître que les séries et surtout les films ont souvent préséance pour définir ou redéfinir le canon officiel. On a donc la mort de Depa Billaba et la fuite de Caleb Dume, poursuivi notamment par un crosshair qui révèle très rapidement une propension à l'obéissance plus marquée que ses frères d'armes. L'Ordre 66 change la face de la galaxie et le retour à la base de Kamino ne fait que marquer le début de la fin pour l'espoir que pouvaient représenter les bataillons de clones. Et on nous rappelle que le clone régulier Echo est bien différent depuis que le techno-syndicat l'a utilisé pour générer un algorithme de prévision des stratégies militaires de la République, tout comme Anakin, il est maintenant un peu plus machine qu'humain. La scène du discours de Palpatine est particulièrement réussie, reprenant à l'identique l'audio de la revanche des Sith et amenant à redécouvrir les 2 scènes en parallèle, alors que Tech d'un côté et Padmé de l'autre réagissent de façon très comparable aux acclamations qui suivent la proclamation de l'Empire galactique. Petit rayon de lumière suite à des événements durs, la première rencontre avec Omega marque la fascination qu'exerce l'unité Bad Batch sur la petite fille qui porte au front le symbole des Kaminoans. Je reviendrai sur elle en fin de vidéo dans une courte partie théorie. Assez clairement, le personnage de Tarkin, qui ne porte sans doute pas encore le grade de Grand Moff, est là pour nous expliquer à nous spectateurs les prémices de la décision à venir de cet empire naissant d'abandonner les clones pour passer à une armée de conscrits. Il est d'autant plus intéressant de retrouver ici Tarkin que dans The Clone Wars, son apparition avait aussi marqué la disparition d'Echo, qu'on retrouve bien sûr comme membre de The Bad Batch. C'était suite à la libération de Tarkin, entre autres,
de cet endroit qui s'appelait la Citadelle. Le changement de comportement des clones réguliers et même leur hostilité plus ouverte envers nos personnages principaux de The Bad Batch est souligné par la scène du mess. Durant cet entraînement que Tarkin fait soudain passer en mode mortel, on reconnaît dans les droïdes les prémices des Dark Troopers qu'on a revus récemment dans la saison 2 de The Mandalorian. La mission contre des troupes séparatistes qui se révèlent n'être qu'un embryon de rébellion amène à la rencontre avec Saw Gerrera. Alors oui, entre The Clone Wars, Rogue One ou Rebels, ce personnage n'arrête pas de changer de couleur d'yeux et même de peau au fil de ses diverses apparitions. Ne me demandez pas pourquoi, aucune idée. La décision de ne pas assassiner des civils mène directement le groupe vers la case prison. Quant à la puce de contrôle du comportement, elle renvoie notamment aux événements de l'avant-dernier épisode de The Clone Wars avec celle du Capitaine Rex. L'opposition entre Crosshair et ses anciens compagnons vient parfaitement illustrer le terrible bouleversement que représente l'Ordre 66 et la naissance de l'Empire pour ceux qui leur échappent. La destination du groupe qui perd Crosshair mais embarque Omega vers le secteur J-19 laisse deviner l'intention de retrouver le déserteur Cut Lawquane, déjà vu dans The Clone Wars, ce que viendra confirmer l'épisode 2. D'où le titre de cet épisode 2, Cut and Run, qui fait référence à ce personnage, Cut, mais aussi à la fuite des personnages de The Bad Batch et même de la famille qui devra rapidement quitter la planète de Saleucami. Au passage, on reconnaît le Nexu, un terrible carnivore à qui Padmé devait une belle estafilade dans l'épisode 2 de la prélogie. Au cours de cet épisode 2, on va remarquer que Wrecker va se cogner la tête, ce qui est bien sûr un petit clin d'œil, un hommage au fameux Stormtrooper qui se cognait la tête dans l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, événement auquel George Lucas rendait déjà hommage dans l'Attaque des clones, épisode 2 de la prélogie, lorsque Jango Fett se cognait un peu la tête contre la porte du Slave One. Cet épisode 2 sert surtout à développer la relation entre Omega et Hunter et à faire prendre conscience à ce dernier des responsabilités qui lui incombent en emmenant avec eux une petite fille. L'obligation des Chain Codes vient illustrer la mainmise de l'Empire et les chaînes de la dictature qui se resserrent sur le quotidien de milliards d'habitants. On remarque que c'est l'hologramme du vice-amiral Rampart qui porte la propagande impériale à la population et apparemment ce personnage serait un adversaire récurrent de la saison. Un épisode de transition donc, mais qui sait quand même instaurer un certain suspense, même si de mon point de vue je trouve que la famille de Cut s'en sort un peu trop facilement, on aurait pu marquer le coup. Et attention, puisque maintenant je vais en venir sur une théorie personnelle quant à la véritable nature de la petite Omega. Alors déjà pour commencer, je ne pense pas qu'Omega soit encore une tentative de clone sensible à la force. Par contre, je pense qu'il s'agit d'une tentative des Kaminoans de réaliser le clone multitâche ultime, et pour ce faire, ils auraient réussi à mélanger toutes les capacités des différents individus qui composent à l'origine la Bad Batch. L'attirance d'Omega envers eux s'expliquerait parce qu'il serait d'une certaine façon ce qui se rapprocherait le plus de ses parents naturels. Lors du discours, elle repère directement Hunter dans la foule et lui la remarque aussi, ce qui témoigne d'une perception très fine. Durant la scène d'évasion, Omega frappe le conduit et tombe sur la garde, comme aurait pu le faire Wrecker. Alors que la fuite est bloquée par les tirs de Crosshair, Omega parvient à le désarmer d'un tir ultra précis, typique de ce que le sniper aurait pu réussir. Enfin, dans le vaisseau, elle observe et apprend rapidement les manœuvres de Tech. On peut supposer qu'une armée d'Omega aurait été impossible à stopper, mais on constate que les Kaminoans souhaitent préserver le secret de leur création alors que l'Empire remet en cause le contrat passé avec la République. Je vous rappelle que je vous donne rendez-vous chaque lundi et chaque jeudi en live sur Twitch à 21h15 pour discuter de l'actualité culture pop, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!